Maintenant, l'IGF est dans la logique de la volonté du chef de l'État. Je crois qu'on doit se comprendre. La mission de l'IGF, sa manière de fonctionner, c'est vraiment la vision du chef de l'État. Et cette vision se résume à la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics. Il y a aussi d'autres mots qui rongent le népotisme afin de permettre à l'État d'avoir les moyens de son fonctionnement. D'abord, j'ai du respect envers Jules Alinghetti, l'inspecteur général de son État, sentinelle de la République. Et l'IGF, depuis il y a peu, a commencé à, n'est-ce pas, entreprendre ses activités en rapport avec le déploiement de ses agents sur le terrain pour essayer d'abord de s'enquérir de la situation. Après avoir fait un état de lieu, je vois maintenant qu'on est passé à la vitesse supérieure et le fonctionnement de l'IGF a atteint son paroxysme lorsque l'IGF a décidé de un peu quitter le contrôle a posteriori, mais il est dans le contrôle a priori et concomitant. C'est un peu ça, on ne va pas dire la nouveauté, mais l'IGF a mis l'accent là-dessus. Et cela porte de fruits. Le contrôle concomitant, c'est-à-dire, pendant qu'on est en train de poser l'acte, vous avez l'IGF sur vous. C'est comme l'épée de Damoclès. Cette méthodologie adoptée par l'IGF, c'est une méthodologie qui a donné des résultats escomptés. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de décrier cette façon de choses, mais on doit un peu lire les textes qui créent l'IGF. On doit voir que l'IGF est sur ces trois champs-là. Contrôle a priori, c'est-à-dire avant toute chose, l'IGF passe pour placer le verrou. Il place le verrou. Et puis, le contrôle concomitant, l'IGF est là pour desserrer le verrou, voir ce qui se passe, contrôler et loger un peu dans l'esprit des gens qui travaillent l'esprit du contrôle. Parce qu'on ne doit pas oublier, dans une action managériale, il y a la planification, il y a l'organisation, il y a la coordination et en fin de compte, il y a le contrôle. Et les gens, quand on parle du contrôle, et cela n'arrange pas. Mais on doit savoir qu'une action de gestion se termine toujours par les contrôles. Et ce contrôle est un contrôle qui peut arriver de façon sporadique, un contrôle qui ne peut pas être annoncé, un contrôle qui arrive à tout moment. On est en train de décrire le fait que, bon, il essaye de trop médiatiser, mais c'est parce que le mal était trop profond. Ça, c'est un élément de dissuasion. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, nous avons suivi la manière dont il est en train de piloter ces ministères-là. Et ce qui m'a intéressé, c'est le super profit. Quand je fais mes analyses, j'ai toujours évoqué les super profits. Parce que les super profits, c'est l'une des dispositions du code minier. Les codes miniers révisés, les codes miniers actuels. Parce que l'ancien code minier, on ne parlait pas de super profit. Les super profits, c'est lorsque vous allez au-delà de ce qui a été prévu. Il y a un seuil de bénéfices. Lorsque vous excédez ce seuil-là, l'écart doit être fiscalisé. Et cela, c'est de l'ordre de 50%. Alors, comment on arrive
à cet impôt-là super profit, au niveau international, il y a l'évolution de cours de nos matières. Et lorsque cela nous est favorable, parce qu'en économie, on dit que nous sommes des économies comme on appelle price taker, c'est-à-dire que nous prenons le prix tel que cela se présente sur le marché. Tandis que les grandes, disons, nations sont considérées comme des price makers. Mais les cours des matières, lorsque ça évolue dans le sens de l'augmentation, augmentation en exponentielle, comme nous constatons maintenant, cela crée des profits supplétifs. Maintenant, le législateur a trouvé que non, il faut demander à ce que lorsqu'on va au-delà d'un certain seuil, qu'on puisse payer le super profit. Et vous avez vu qu'il faut recouvrir au moins 870 millions, je peux même arrondir 880 millions de dollars américains pour le super profit. Quand nous étions en train d'expliquer à la télévision, il faut faire très attention, parce qu'on a sonné un peu, disons, on a essayé d'alerter l'opinion que non, attention, les super profits doivent être payés dans la mesure où le comportement de nos matières premières à l'étranger était devenu alléchant. Et je crois que ce qu'on est en train de faire, ça corrobore avec ce que nous avons dit, et ça ne peut que me réjouir. Allez dans ce sens-là, écoutez ce que les scientifiques font, parce que bientôt on va encore publier des ouvrages de grande envergure, où nous allons essayer de retracer certaines choses au regard de ce que nous faisons comme recherche. On signe des contrats. Sikomine, c'est la dernière génération. Parce que quand je suis allé à Lubumbashi, j'ai trouvé que c'était la dernière génération. Il y a eu Teke Fungurume. On a commencé d'abord par Teke Fungurume. À l'époque du président Mobutu, en 96, c'était 55-45. Et les choses étaient claires. Il y a beaucoup de contrats où au moins on fait d'abord l'évaluation de l'actif. Notre apport, c'est le patrimoine industriel. Notre apport, c'est le patrimoine minier. Donc, il n'y a pas que le sous-sol, il y a aussi la carcasse industrielle de tout ça, les usines qui se trouvent là-bas. On évalue, on dit, bon, nous, voilà ce que nous apportons en nature, vous en numérique, et on fait la part de choses. La sociétaire aussi, parce que moi j'ai travaillé aussi sur la sociétaire, c'était toujours comme ça. Donc, quand les choses ne sont pas claires, on doit les dire. Avant l'ITIE, nous avions eu des travaux de revisitation, tout ça. Donc, on a travaillé sérieusement. L'ITIE n'est pas là pour proposer la diversification. Mais cette année, le ministre de l'Industrie m'a invité comme professeur d'économie industrielle. On a présenté un plan directeur d'industrialisation. On a mis en place les mécanismes de la redéfinition de la vision de la GECAMI. La GECAMI doit s'industrialiser. Parce qu'au moment où nous vous parlons, la GECAMI n'est pas une industrie, au vrai sens du terme. La GECAMI ne fait que de l'extraction. Mais il y a le plan d'industrialisation qui voudrait que la GECAMI puisse s'industrialiser, c'est-à-dire commencer à transformer localement. Même le chef de l'État l'a dit, les batteries vont être fabriquées ici, tous nous suivons à la télévision. Donc ça, c'est déjà le ministère de l'Industrie sectoriel qui s'en occupe pour la diversification, ainsi de suite. Mais pour ce qui est de l'ITE, pour ce qui est du secteur minier, les fonds de la diversification proviendront d'autres secteurs, par exemple industrie, par exemple économie, ainsi de suite. Donc, on travaille en synergie. Ce n'est pas qu'il y a un secteur qui fera tout, tout et tout et tout. Donc,
ça, vous avez raison, mais suivez-moi à la fin ici, je vous donne le lien et entrez et révisitez. Nous sommes venus ici dans le cadre de la dissémination des rapports ITE dans le milieu universitaire. Nous sommes venus faire la dissémination du rapport assoupli 2018-2019 et premier semestre 2020 et des études thématiques spécialement sur le projet SICOMINE et l'étude sur la redevance minière. C'était l'essentiel de notre activité avec les professeurs, les assistants et les étudiants de l'UPC. Nous apprécions beaucoup la participation active des universitaires sur ces questions de transparence et de bonne gouvernance. On a vu dans la salle que les professeurs, les assistants, même les étudiants s'intéressent à cette question de la gouvernance du secteur. Et nous encourageons que maintenant, que le narratif change, que les étudiants et les professeurs se sentent comme acteurs dans le processus ITE, au lieu de continuer à poser des questions comme si que fait l'ITE pour améliorer la transparence. Nous voulons que tous, étudiants universitaires ou tous les citoyens congolais, puissions être acteurs dans la mise en œuvre du processus de transparence.